étaient obligés aussi de s'engager à travers cette collecte de fonds-là. Donc, même si nous avons un petit rien et que nous remettons ça à l'autorité provinciale qui est le répondant numéro 1 du gouvernement central ici à province et que lui à son tour transmet ça, ça va démontrer aussi notre niveau de solidarité par rapport à ce que nos frères sont en train de subir là-bas par l'agression faite par des Rwandais. À cette même occasion, le maire de Mbandaka, Yves Balo Bokolo Wanyongo, a mis à la disposition de 20 chefs de quartier des téléphones portables afin de permettre à ces derniers de recevoir des informations en temps réel en vue de lutter contre la criminalité urbaine dans la ville de Mbandaka. Autre chose, parlons des infrastructures dans la province du Nord Kivu. La route Mbayo-Kamango subit d'intenses travaux de réhabilitation. La nature de ces travaux à travers ces reportages. Le travaux de réhabilitation de la route Mbao-Kamango évolue très bien, un jour seulement après son lancement par les gouverneurs de la province du Nord Kivu, Somokakule Evariste. Constat fait ce lundi 17 février 2024 par le député national Balessi Makadoki Malbert, élu du territoire de Beni, au cours d'une visite d'inspection de ces travaux. D'après lui, cette route est d'importance capitale car elle sert d'une liaison entre Ouganda et Beni où règnent les institutions provinciales. Le constat est positif, parce qu'ici nous sommes déjà au niveau de PK point kilométrique 36 et déjà après 11 jours de travail de la société SSV, voilà là où nous sommes. Beaucoup d'avantages sécuritaires parce que, comme vous le savez, nous sommes en guerre. Ici, cette route a été longtemps dérangée, la population a été beaucoup dérangée par les ADF. Nous sommes dans le triangle de la mort. Et donc, l'avantage que nous aurons pour cette route, c'est l'avantage sécuritaire, c'est-à-dire la fluidité des troupes qui sont en opération contre les ADF. Mais aussi cette route est d'intérêt économique énorme. C'est-à-dire que cette route mène à Kamango, Nobili. Nobili, c'est la frontière. Et après Nobili, vous traversez en Ouganda. La recommandation que nous pouvons donner, c'est d'accélérer les travaux. Parce que nous sommes en opération militaire. Et donc, les militaires doivent se déplacer facilement pour traquer les rebelles ADF. Il s'est de signaler que la réhabilitation de cette route permettra au FARDC d'intervenir très rapidement dans cette zone communément appelée Triangle de la Mort. L'étude d'impact environnemental et social des travaux de réhabilitation et extension des réseaux primaires, secondaires et tertiaires dans les communes de Matete, Njili, Kisenso et Lemba, ici à Kinshasa, sujet au centre d'un atelier de restitution, nous dit Bobo Anan Mokondi à travers ce reportage. Améliorer l'alimentation en eau potable dans 5 communes frappées par l'accès difficile à cette denrée vitale. Tel est l'objectif principal de cette étude qui va concerner les municipalités de Kisenso, Matete, Lemba et Njili, tout en tenant compte des impératifs environnementaux. On va faire une réhabilitation et une extension des réseaux de distribution d'eau secondaire et tertiaire. Après, il y aura des branchements. Ce programme déjà en cours est le fruit d'une étude menée par les centres bureaux d'études et des services de l'université de Kinshasa. Les habitants de ces coins de la capitale seront servis par une quantité suffisante d'eau afin de satisfaire leurs besoins d'une part et de promouvoir le développement socio-économique de la ville de Kinshasa d'autre part. Le professeur Floribert Luvunga a, lors de son allocution, évoqué le partenariat solide et durable à construire autour de ces projets afin de garantir son appropriation, sa pérennité et sa diffusion sur la partie de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. La CPO, qui est la cellule d'exécution de la régie des eaux, qui a reçu le financement de la Banque mondiale pour refaire le réseau primaire, secondaire et tertiaire de 4 communes pour pouvoir élaborer cette étude d'impact environnemental et social qui est un préalable
afin que le projet soit exécuté en toute conformité. Signalons que ce projet a été présenté il y a peu dans la salle polyvalente de la maison communale de Matete devant différents acteurs du secteur de l'environnement ainsi que les autorités municipales des communes concernées. Et dans la province du Kasaï-Oriental, la société chinoise Shandong va ouvrir son extension dans plusieurs domaines. Un protocole d'accord a été signé entre le gouverneur Jean-Paul Mboué-Boakapo et les responsables de cette société. C'est un reportage de nos confrères Léon Mode et Jeff Tchoucha de la RTNC Mbujimaï. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Boakapo a signé dimanche 16 février le protocole d'accord stratégique pour le développement du Kasaï oriental avec la société Shandong, représentée par le partenaire du second rang, Zone Ding, manager de cette compagnie du gouvernement chinois. Dans ce protocole comprenant 21 articles, les deux parties ont convenu de sceller le développement du Kasaï oriental dans le secteur agricole, la construction des écoles, des hôpitaux, des logements sociaux et des bâtiments administratifs, a déclaré le ministre du Plan AI, Daniel Kazadi, qui a présenté l'économie du document. Zhong Ding, manager de l'entreprise chinoise, a salué l'enthousiasme de la population partout où il est passé avant de rassurer que la province de Shandong est résolue à accompagner le gouvernement provincial du Kasaï oriental. Le gouverneur de province, pour sa part, a remercié ses hôtes pour avoir honoré leur engagement de venir au Kasaï oriental. Jean-Paul Mboué-Boakapo leur a promis une parfaite collaboration. Cela montre l'intérêt qu'ils ont porté avec ma province et le souci de pouvoir nous accompagner pour booster son développement. Et nous sommes dit, nous allons commencer avec certains projets à court, à moyen et à long terme. Et pour le reste, je voudrais que nous puissions vraiment nous souder, travailler la main dans la main, solidifier le rapport entre la province du Kasaï oriental et celle de Shandong. Disons que ces investisseurs chinois ont eu 6 jours de terrain pour visiter les différents sites où seront construites les infrastructures. Ils ont également apprécié le site agricole, sans oublier le site de Tibasa où sera construite une centrale hydroélectrique. Restons dans la province du Kasaï oriental où la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tchela-Kamba, y séjourne actuellement. L'objet de sa mission, c'est dans ces reportages. Suivez. La sécurisation de la population congolaise ainsi que de tous les étrangers vivant dans la province du Kasaï oriental par la police nationale congolaise demeure une priorité pendant cette période où le pays est agressé par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Tel est le ton donné par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, à son arrivée en Mbujimaï. Après son accueil par les services de sécurité et la masse constituée par le militant de son parti UDPS, le numéro 2 de la territoriale a, au cours d'une parade, appelé les forces de l'ordre à la vigilance coin par coin et à la loyauté totale derrière les commandants suprêmes Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car Dieu est de notre côté, on vaincra, a-t-elle martelé. La guerre est économique à cause des minerais stratégiques que la République renferme dans son sous-sol. Mais nous avons gagné la guerre diplomatiquement grâce au commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance pour détecter toute tentative de déstabilisation de notre territoire national. Que chaque service puisse travailler comme il n'était jamais avant. Peu avant, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, a eu une séance de travail avec les gouverneurs du Kasaï oriental, Jean-Paul Mboué, en présence de membres de sa délégation. La 8e édition de Démotech sur l'entrepreneuriat a été lancée à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA, ici à Kinshasa. D'autres détails, c'est dans ces reportages.
L'enseignement supérieur est insociable de la recherche et l'innovation, animée par cette conviction et portée par la vision éclairée de son président directeur général Martin Ekanda Ondimba. L'ISIPA se distingue comme un pôle d'excellence où le savoir académique se transforme en solutions concrètes au service de la société. Dans cette optique et à travers son centre de compétences, l'Institut organise avec fierté la 8e édition de Demotech, un événement prestigieux où l'ingéniosité et l'expertise des étudiants s'expriment profonde à travers le projet Technologie, l'avant-garde. Cette initiative illustre l'engagement profond de l'ISIPA à faire de l'enseignement supérieur un véritable levier de développement, plaçant l'innovation au cœur de la formation et de l'entrepreneuriat. Alors, dans le cadre de l'entrepreneuriat, ce sont les entreprises, les entrepreneurs qui développent une nation. Et aujourd'hui, nous formons les entrepreneurs pour le développement de ces pays. Dans cette édition, nous mettons le cap vers les nouvelles technologies au profit de la médecine. Comme pour l'édition précédente, les 3 meilleurs projets étudiants bénéficieront d'un financement pour leur transformation en start-up grâce au soutien de partenaires de premier plan, parmi lesquels Huawei, Africell, Robank, Illico Cash, FPI et bien d'autres. Culture, la vie de Mama Mouilou, la femme du prophète Simon Kimbangu et ses œuvres, sujet d'une représentation théâtrale lancée à Kinshasa. Fidèles, chrétiens et autres ont répondu présents à ces grands rendez-vous. Rodépanda a signé ce reportage. C'est une héroïne oubliée, Mama Mouilou, épouse du prophète Simon Kimbangu, mérite une couronne de victoire pour sa lutte de résistance et la résilience face à l'autorité coloniale. Le rendez-vous a été tenu le dimanche 16 février dans la salle du spectacle du Palais du Peuple comme prévu. C'est une grande première de lancer la première pièce de théâtre sur la vie et la valeur des œuvres de cette femme, symbole de la résilience. Le parcours de son combat pour la liberté de l'homme noir, à l'instar de son mari, ses œuvres sociales et religieuses sont aujourd'hui retracées à travers les tout premiers numéros du théâtre réalisé par le metteur en scène Wedou, acteur culturel très passionné sur la vie de Mama Mouilou. Avec la collaboration du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, la société Emivax Sarlu a assuré la supervision. Pichou Matouassilwa, initiateur de ce projet, en rappelle l'importance et la motivation. C'est la grande première de la pièce Mama Mouilou. Juste un sentiment de satisfaction compte tenu de la situation de notre pays. La journée d'aujourd'hui a commencé avec la prière qui a été organisée par les pasteurs de la commune de Makala. Ceux qui ont suivi ce spectacle ont retenu quelque chose sur les combats de Mama Mouilou. Et à travers Mama Mouilou, nous pouvons tirer une bonne leçon pour dire que aujourd'hui, on peut être faible, mais la faiblesse ne va pas rester éternelle. Il faudrait se relever pour ne pas perdre l'espoir. Bien avant la présence des artistes, comédiens et metteurs en scène sur le podium, quelques heures ont été réservées à la prière pour la paix véritable dans le pays, en compatissant au malheur qui atteint directement les compatriotes du Nord et Sud Kivu, victimes de la guerre d'agression rwandaise. Devoir patriotique oblige. Un coup d'œil aux journaux parus ce matin dans la capitale, des tabloïds qui sont restés focus sur la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo à travers cette sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de mardi 18 février 2025. Après la fin de la mission du président angolais, Denis Sassou Nguesso est perçu comme le nouveau médiateur du conflit RDC-Rwanda, annonce vraie thématique. Désigné médiateur par l'Union africaine dans le cadre du processus de Luanda,
devant résoudre la crise sécuritaire sous-régionale opposant la RDC au Rwanda, le président angolais Joao Lourenço a renoncé la semaine dernière à ce poste. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, le président angolais a déclaré qu'il est temps pour lui de passer le témoin à un autre chef d'État concernant la médiation entre Kinshasa et Kigali. Le président congolais Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui vu en bonne position pour reprendre le bâton de la médiation laissé par son homologue angolais. Dans un message posté sur son compte X, Antonio Guterres hausse le ton. La souveraineté et l'intégrité de la RDC doivent être respectées, rapporte le Forum des As. La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo continue à susciter l'inquiétude de la communauté internationale. Dans un message publié sur son compte X le lundi 17 février, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel sans équivoque au Rwanda, l'enjoignant à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Les regards sont désormais tournés vers les instances diplomatiques pour voir si cet énième appel du chef de l'ONU sera suivi d'actions concrètes. Le malaise de l'Union africaine face au conflit dans l'Est de la RDC titre la référence plus. À l'issue du sommet qui a réuni à Addis Abeba les chefs d'État de l'Union africaine le vendredi 14 février 2025, il n'y a eu ni sanction ni condamnation explicite du Rwanda comme le réclame la RDC. Aucune annonce concrète non plus sur un plan de sortie de crise. Cette guerre entre le Rwanda et la RDC crée le malaise au sein de l'organisation. Un seul pays, le Burundi, a plaidé le dimanche 16 février pour que les chefs d'État condamnent le Rwanda en conclusion de leur sommet. Crise persistante dans l'Est de la RDC, éducation, des milliers d'enfants supplémentaires privés d'éducation, constate Info27.cd. Avec l'intensification de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'UNICEF note qu'au moins 330 000 enfants de plus sont désormais déscolarisés avec le risque que plusieurs ne retournent jamais à l'école. Pour ce faire, cette agence du système des Nations Unies appelle à des mesures d'urgence pour sauver l'année scolaire de centaines de milliers d'enfants vivant dans les zones en crise. C'est la fin de ce journal de la mi-journée coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Pascal Chisso et Jonathan Moubalama. Julie Kaindo, Chimène Dondo, Rebecca Kikoumale et Papi Vouélé ont assuré la partie technique. Cédric Eminambo a assuré la rédaction de ce journal sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbalkaïj. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Premier rendez-vous avec l'actualité à 19h avec Joël Makela Kota. Excellente suite de programme.